La vibe Seigneur des Anneaux est forte dans cet épisode. Eh bien moi qui craignais un petit peu qu'on n'ait pas droit à ce genre de grand combat général, me voilà servi. Un excellent épisode à ce niveau-là, il n'y a pas à tortiller. Et c'est très, très satisfaisant de voir que ce conflit qu'on a mis en place pendant plusieurs épisodes entre les Lannister et les Stannis qui arrivent pour assiéger la ville, eh ben on lui donne le poids qu'il mérite. Tout un épisode dédié uniquement à ça. On n'aura aucun à côté sur Robb Stark, sur Daenerys, sur Jon Snow, quoi que ce soit. Ce sera seulement ce conflit-là, le siège par Stannis de Port-Réal. Et ce sera épique, hein, c'est pas mal de points. Mais on commence un petit peu avec la préparation combat de nos personnages qui s'attendent, se préparent à l'arrivée de cette gigantesque flotte. Et on a pas mal de petits moments intéressants autour de Tyrion qui a un petit peu peur pour sa vie, qui est un peu réconforté par Shae. Honnêtement, c'est la seule chose à laquelle elle sert, Shae, dans cette série pour l'instant. Je suis désolé pour les fans, mais honnêtement, par la suite de l'épisode, je trouverai aussi que ça servira à rien, ces interventions, mais la seule chose à laquelle elle sert, c'est être cette espèce de confidente pour Tyrion, pour l'apaiser un petit peu. Mais en dehors de ça, elle sert absolument à que dalle, quoi. C'est l'espèce de femme forte qui déambule dans le coin histoire de dire, mais elle sert à rien, quoi. Je suis vraiment impatient de voir quand est-ce qu'elle aura une vraie importance, quoi. En dehors du fait que elle est là. C'est un détail. Bref, mais en cela, mis à part, c'était un bon moment où elle réconforte Tyrion. Il y a un passage où Cersei se fera faire, comment ça s'appelle ce truc, de l'essence de Nacombre, je crois, j'écris comme un pied comme d'habitude, qui est censé apaiser quand on en boit une goutte, vous endormir pendant un petit moment quand on en boit 3 gouttes, et quand on en boit plus, 10, ça, je sais pas ce que ça fait, et ils le disent pas, hein. Soit ça fait tomber dans le coma, j'imagine que c'est ça, soit ça tue, on verra, peut-être que ce sera utilisé par la suite, j'en sais trop rien, parce que ce sera pas vraiment utilisé, ça montre un petit peu que Cersei est prête un petit peu à tout, lorsqu'elle craint que le château sera assiégé, et qu'on fasse du mal à elle et son enfant, elle se dit, autant partir dans la douceur, dans le calme. J'imagine que c'est ça, c'est genre une sorte de poison doux pour qu'ils meurent tous les deux sans avoir à souffrir. Et ce sera pas utilisé, hein, comme on le verra. Donc j'espère que ce sera repris par la suite. Parce que si c'est juste pour amener à ça, voilà, je voyais pas la peine d'instaurer ce côté, regardez cette essence de Nacombre qui fait ces trucs spéciaux, on insiste un peu sur ce truc-là, pour qu'en fait ça ne soit pas utilisé à un moment ou à un autre. J'espère que ce sera utilisé à un certain moment dans la suite de la série pour autre chose que ça. Voilà, c'est un détail aussi, mais c'était quand même pas mal, on voit que Cersei se prépare à tout. Cersei brille beaucoup dans cet épisode, je trouve. On a d'autres petits moments avec les soldats qui se préparent au combat, avec notamment Bronn qui arrive un peu à remonter le moral des troupes en étant un peu guélurant. Et à côté de ça, on a le limier qui ne l'aime pas, n'apprécie pas. On voit qu'il y a une animosité entre eux. Je vois pas d'où ça sort, cette connerie. Je pense que c'est le truc que j'ai trouvé le plus bizarre là-dedans. Bon, ok, d'où ça sort ça? Oh, je t'aime pas toi, hein. En dépit du fait qu'il dit à un moment donné, on est pareil toi et moi, on a cette espèce de besoin, d'envie de tuer, ça nous plaît ce genre de truc. J'ai pas compris pourquoi il y a cette animosité entre eux. Genre il a été nommé par Tyrion, ça lui plaît pas, il aimait le chef des manteaux d'or avant lui, je ne sais pas. Je vous cache pas que je ne pige pas. C'est un détail, je vois pas. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait cette animosité. Je pense que c'est le seul truc que j'aurais vraiment approché à ça. Ensuite, on a une petite préparation avec Tyrion et Varys qui discutent un petit peu. Tyrion qui dit bizarrement, cette espèce d'écuyer qui me prépare en armure, j'ai une certaine confiance en lui. Ça sera repris par la suite, c'est pour ça que je le précise, parce que sinon c'est pas super important. Et on voit que Varys crée un petit peu pour ce qui va suivre. Ouais, il y a cette préparation mentale au conflit qui arrive, qui est assez forte. J'avoue, c'était très bon. Du côté de Stannis, on voit le mec regarder fièrement à l'horizon le futur royaume qu'il va conquérir, tandis qu'il y a son chevalier oignon et son fils, le fils du chevalier oignon, qui discute un petit peu, devise un petit peu. Et ouais, le fils en question, on l'a vu à quelques reprises dans des épisodes précédents, et je me suis dit, lui,
il va casser sa pipe très vite, hein. Ça va être un des premiers à casser sa pipe, et ça va pas louper, hein. C'était évident qu'il allait clamser celui-là. Donc, il y a aussi Geoffrey qui se prépare étant arrogant comme à son habitude, et qui la joue, regarde ma nouvelle épée chérie, je l'ai appelée mange-cœur. Il va en manger des cœurs celle-là. C'est vraiment le petit con arrogant hein, dans toute sa splendeur. Il sera bien appuyé comme connard arrogant celui-là. Hein. Je sens qu'avec ce qui se passe dans la suite, il va être encore moins bien considéré qu'avant, ce qui est un exploit. Donc ouais, il se prépare à partir sur les murs du côté où la cité sera très certainement attaquée puisque c'est leur point le plus faible. Ils n'ont pas trop pensé à renforcer ça au passage. Oui, la porte en question, est-ce qu'ils auraient pu penser à la renforcer? J'ai pas vu de renforcement sur cette porte en fait. On va dire qu'ils ont pas eu le temps, c'est un détail. En tous les cas, la flotte de Stannis arrive et déjà on voit le côté tactique de Tyrion qui avait un petit peu prévu ce qui a été mis en place avec le feu grégeois en envoyant un navire un peu suspect à travers leur défense sans qu'ils se rendent compte pourquoi il est là, il y a personne à bord et en fin de compte ils se rendent compte un petit peu trop tard qu'il y a du feu grégeois à l'intérieur qui s'est déversé sur la mer, sur une certaine traînée. Et donc, ils s'en rendent compte un petit peu trop tard, et c'est là que Bronn montre ses talents d'archer exceptionnels, parce qu'il envoie une flèche genre à 200 mètres, un truc comme ça, je sais pas, mais au moins 50-60 mètres facile, en sachant bien viser exprès, pile poil là où il y a la flaque de feu grégeois, et grâce à ça, ça fait une traînée de feu qui fait exploser tout le bateau, et qui décime à peu près la moitié de la flotte dans une gigantesque explosion, et ça pétait la classe, hein. C'était trop génial. Et voilà, on voit le côté très prévoyant de Tyrion qui a su bien employer les cartes qu'il avait en main, en sachant utiliser la seule personne vraiment capable de se charger de ça. C'était très intelligent. Et ouais, suite à cette explosion, on voit le fils donc du chevalier oignon, je me souviens toujours pas de son nom de celui-là, qui est pris dans l'incendie, donc je le vois mal survivre à ça. Par contre, lui, le chevalier oignon, même si on le voit plus après ça, parce qu'il est tombé dans la mer, je sens qu'il a survécu celui-là. Je sens qu'il n'est pas parti pour mourir tout de suite. Oh, je suis sûr qu'on le reverra. Mais bon, voilà, Stannis se rend compte des dégâts et se dit, oui, on a toujours la moitié de notre troupe. En dépit de ce qu'on a perdu, on va quand même foncer dans le tas et prendre cette place forte parce qu'il nous en reste encore pas mal. C'était une bonne attaque préventive de la part de Tyrion, seulement voilà, Stannis a encore l'avantage. Ce qui fait que il va amener ses troupes sur Terre et attaquer, et punaise, c'est la bataille de grande envergure qu'on voit très rarement dans une série de ce genre, hein, une série live action avec autant de figurants pour faire une espèce de guerre, de prise de place forte comme ça. C'est grandiose à voir, il n'y a pas à dire. Il y a énormément de moments forts, de bastons, où le limier part en avant pour défendre les remparts, tandis que les archers essayent de les canarder à distance. Et où ils tiennent un petit moment, puis ils partent. Parce qu'ils sont un peu pris dans le nombre, il y a Stannis qui finira par se hisser un peu en haut d'un rempart pour essayer de s'infiltrer un petit peu et se battre vaillamment contre différents soldats. Il y aura un moment donné où il tranchera la tête d'un soldat au niveau de la tempe, et punaise, visuellement ça arrache, hein, ça envoie ça aussi. C'est très fort en termes d'action. Il y aura un moment donné où le limier en aura marre et se dira, ah oui, la moitié de mes hommes sont morts, c'est foutu. C'est un peu bizarre, quoi. Je trouve que le personnage du limier, dans cet épisode, reflète assez moyennement ce qu'il était avant, en fait. J'avoue que, voilà, après, une fois de plus, c'était toujours un personnage qui était mis un peu en arrière, et c'est une situation exceptionnelle, extraordinaire, nous sommes d'accord, donc ça fait quand même un petit peu bizarre, mais ouais, il envoie tout balader. Il dit, lorsque Geoffrey lui ordonne de continuer à se battre, il dit, merde, j'emmerde mon roi, et il se barre, avec le reste de sa garde, j'imagine, et
Ouais, je sais pas ce que font les autres, ils se barrent ou une connerie comme ça. Mais lui, on le verra essayer de partir à un moment donné, il aura une scène avec Sansa, j'y reviendrai. Tandis que Joffrey se fera rappeler par sa mère parce qu'elle aura eu vent via son cousin. Le cousin Balance, on va l'appeler, le cousin Balance Lannister, hein. Celui qui travaille à la fois pour Tyrion, à la fois pour Cersei. Il balance pour tout le monde, ce type, qui lui raconte un petit peu l'état de la situation au rempart et se dit ouais, c'est un petit peu foutu. Donc rappelle mon fils ailleurs de façon à ce qu'il soit plus en sécurité. Et ouais, lorsqu'il vient et qui vient proposer ça à Geoffrey, et que Tyrion lui dit oui, les hommes n'arriveront pas à se battre si t'es pas là, si le roi ne leur montre pas le chemin. Et Geoffrey se dit non, je reviens, j'y vais, occupez-vous de ça pour moi, je rentre. Hein. Donc, voilà, s'il n'a pas encore eu de surnom officiel, peut-être le roi lâche. Par la suite, ça lui irait bien, ça aussi. À nouveau, quoi, je sais pas comment ils vont réussir à faire que Geoffrey reste sur le trône très longtemps, s'il reste très longtemps sur le trône, parce que la façon dont il se débrouille jusqu'à présent, c'est vraiment catastrophique, hein, auprès du peuple, auprès de tout le monde. Au bout d'un moment, je me demande s'il va pas vraiment finir par crever et qu'il n'y aura pas un épisode pour déterminer qui est responsable avec à peu près tout le monde qui est un coupable potentiel. Hein. C'est vraiment. En tous les cas, ouais, il y a plus que Tyrion qui est là et quelques gardes, tandis que les autres soldats se disent merde, on veut plus rester, on a peur, il n'y a plus personne, etc. Et c'est là que Tyrion nous sort un grand discours, bien fort, bien courageux, comme quoi, oui, nous allons défendre ce coin, pas parce que c'est pour notre roi ou pour l'honneur ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a nos femmes, il y a nos maisons, cet endroit est à nous. Et donc il faut qu'on les défende pour nous. Et donc il nous fait un grand discours bien fort à la Seigneur des Anneaux. Parce qu'il faut pas se leurrer, c'est très similaire à la bataille du gouffre de Helm. Hein. Il y a beaucoup de similitudes à voir là-dedans. Et ouais, il leur balance une dernière stratégie pour les attaquer de revers alors qu'ils s'attaquent au rempart, et ouais, tout le monde est prêt à le suivre, entraîné par ces mots-là, il se montre super courageux, mais au bout d'un moment, il finira par se faire un petit peu taillader le visage par un soldat beaucoup trop grand pour lui, hein, si j'ose dire, et se fera sauver par son écuyer, le mec qui l'a aidé à se préparer au début de l'épisode, pour faire une espèce de setup payoff que j'ai trouvé très intéressant, plutôt bien amené. Voilà, seulement ça change rien au fait que, en dépit du fait qu'ils ont une petite victoire en empêchant l'assaut à un petit moment, il y a le reste de la troupe de Stannis qui arrive et ils sont en sous-nombre une fois de plus. Et heureusement, à la dernière minute, quand il faut, il y a les troupes de Tywin qui arrivent, comme dans le gouffre de Helm. Et un truc intéressant, ou alors j'ai peut-être pas fait gaffe, mais il y a Loras avec eux. Donc ils ont noué une alliance, sans doute. Pas impossible. J'imagine que Loras, maintenant, dans son désir de vengeance, il s'est dit merde, je vais nouer une alliance avec les Lannister pour pouvoir m'en prendre à Stannis, me venger de lui. Sans doute, c'est une de ses conditions. Puisque bon, à la fin, en dépit de tous ses efforts, Stannis se fera capturer lui aussi et son assaut aura échoué. Tandis que Tywin viendra annoncer la nouvelle à sa fille Cersei qu'ils sont vainqueurs. Il n'y a pas eu tant de pertes que ça. Je veux dire, il y a le fils du chevalier oignon et Stannis qui crèvera dans l'épisode suivant, c'est inéluctable ça. Je vois mal ne pas crever dans l'épisode qui suit, ça serait très surprenant. Donc, en dehors de ça, ouais, il n'y a pas eu de mort importante que je sache. Il y a eu des blessés, mais pas de mort importante. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe en premier plan lors du combat. Et c'est super prenant, super fort, etc. L'action comme on n'en a jamais vu avant. Honnêtement, ça m'a énormément surpris. Hein. Avec ce qui a été fait avant, surtout dans la saison 1, épisode 9, je m'attendais à ce que on saute une partie du combat parce qu'il faut essayer de se tenir aux restrictions budgétaires. Mais là, ils ont mis le paquet, ils l'ont bien fait. Hein, c'est pas aussi peuplé, aussi épique que la bataille du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux, mais bon, c'est pas le même budget non plus, mais quand même, ça a son effet, hein, c'est super fort, hein. Je reconnais, ça m'a bien pris au trip, hein. C'était très fort, ça. Il se passera, pendant ce temps-là, toute une histoire autour de nos filles, nos femmes, qui doivent se confiner dans un endroit à part en attendant que le conflit se termine. Il y aura toute une diatribe de la part de Cersei qui est très... à moitié blasée, à moitié...
emmerdée par cette situation en disant ouais, qu'elle aurait souhaité être homme et de pas être pas aussi mal considérée en comparaison de son frère, des autres hommes qu'elle a connus dans sa vie. Et ouais, on sent vraiment l'amertume et le côté très, très cynique de cette femme qui envisage clairement le pire. Et vraiment, il y a de très bons discours de sa part là-dedans, de cette femme un peu acariâtre qui a du vécu. Et c'était vraiment des moments très forts, hein. Les moments où elle discute avec Sansa sur le statut de ce qui se passe, etc. Le côté un peu nunuche de sa fonction qui l'emmerde mais qu'elle est un peu obligée de suivre, c'était très fort. Il y a un passage que je trouve assez inutile autour de Shah où elle se dit « Ah tiens, je vous reconnais, vous venez de je sais plus quel, quel clan, mais on sent que vous n'avez pas vraiment l'expérience de servante. Qu'est-ce que ça veut dire ?» On dit « Oh mon dieu, Shah il va être démasqué, mais non en fait, voilà, ok. » Voilà, c'est le gros problème avec Shai, une fois de plus. J'ai le sentiment qu'on fait des trucs autour d'elle, mais ça n'amène à rien. Ça n'apporte rien. À un moment donné, il y a Shai qui dit, lorsque Cersei se résout un petit peu à la défaite et emmène son fils sur le trône de fer pour qu'elle, je sais pas, qu'il tombe dans un coma ou qu'il se tue doucement avec l'élixir qu'elle a, il y a Sansa qui part parce que Shai lui dit partez pour vous couvrir ailleurs. Et pourquoi elle devrait partir pour se couvrir ailleurs? Enfin, si, c'est dit à un moment donné que comment dire, il y a un mec qui les surveille pour les tuer rapidement afin qu'elles ne se fassent pas violer. Donc, ok, ce qu'elle dit, Shae, c'est repartez dans vos appartements, comme ça vous vous ferez pas tuer, mais vous vous ferez très certainement violer, violenter tout ce qu'il faut, quoi, sans doute, je sais pas. Je sais pas, et le fait est que, oui, si Sansa voulait pas de cette façon de se faire avoir, se faire tuer rapidement avant que les assaillants arrivent pour s'occuper d'elle, eh ben elle aurait pu le faire tout seul, le décider toute seule. Il n'y avait pas besoin que Shai lui dise allez partez, moi je reste là parce que merde, je sais pas, sérieusement, Shai ne sert à rien. Voilà, c'est le problème, Shai ne sert à rien. On la force dans l'intrigue pour qu'elle apporte rien de par son personnage. Alors, c'est pas pour dire que c'est un mauvais personnage ou que ses scènes sont mauvaises, mais c'est juste que je me demande à quoi ça sert pour l'instant. Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Rien. Voilà, donc, désolé hein, si je... si je radote à ce niveau-là, je vais essayer de me calmer par la suite, mais voilà, on n'arrête pas d'insister sur cette femme, lien avec Tyrion, etc. Et je me dis, pourquoi? Pourquoi elle est là? C'est le gros pourquoi, en fait, de ce personnage. Et j'espère, un de ces quatre, qu'on me donnera une réponse satisfaisante à ce pourquoi. Pas juste que, il y a besoin de mettre un petit peu en avant une relation amoureuse avec Tyrion. Parce que sérieusement, c'est mignon, mais ça va pas plus loin que ça. Hein. Je m'en passerai facilement. Hein. C'est pas ça qui rend particulièrement prenant le personnage de Tyrion. Hein. Et le reste, honnêtement, c'est totalement pas ça. On pourrait s'en passer totalement. Enfin bon, Sansa s'est retirée dans ses appartements en attendant je sais pas quoi. C'est un petit peu la victime constante, Sansa, faut pas se leurrer. C'est pour ça que j'espère qu'à un moment donné, on va charger un petit peu la dynamique autour du personnage parce que c'est bien beau de créer ce personnage qui subit un petit peu tout et qui est triste dans son coin. C'est touchant, on a de la peine pour elle, mais au bout d'un moment, ça peut devenir un petit peu redondant. Pour l'instant, ça va. Je m'y fais, mais je sens qu'on finit, qu'on est assez proche du point où je me dirais, hein, ça commence à devenir trop répétitif, ça. Non, je suis moins intéressé par ça. Donc j'espère qu'on partira vers quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Peut-être que ça va être amorcé dans cet épisode, à la fin de cet épisode, puisqu'il y a le limier qui est venu dans sa chambre. Apparemment, il a des vues sur elle, je pense. Ça doit être pour ça qu'il l'a sauvée il y a 2 épisodes de ça. J'imagine que ça doit être ça. Je sais pas, je vois pas pourquoi elle serait là. Pour lui proposer de se barrer avec lui.
C'est-à-dire que oui, le château va pas tarder à tomber, ils croient tous que le château va tomber, et barrez-vous avec moi, je vous amènerai où vous voudrez que je vous amène. Laissez-moi être votre Jorah Mormont, Dame Sansa, s'il vous plaît. Je ne sais pas, peut-être. En tous les cas, ouais, il lui propose ça. Je sais même pas si elle dit oui ou non, c'est dans la mise en scène c'est un petit peu bizarre, mais ouais, ça se termine un peu là, et étant donné que le siège n'a pas marché, ouais, en fin de compte, ils iront pas plus loin. Ouais, il risque d'y avoir pas mal de conséquences suite à cet essai de siège, ne serait-ce que par rapport à ce que certains n'ont pas fait, que ce soit le limier ou Geoffrey, surtout le limier, je sens qu'il risque d'être mal vu. Alors peut-être qu'il sera barré avant qu'on annonce la victoire, peut-être. Enfin, je sais pas, ça peut promettre des conséquences intéressantes. Peut-être que Sansa l'a suivi ou pas, je ne sais pas. Ils mettent un peu dans le doute par rapport à ça. Nous verrons pour l'épisode 10. Et sinon, ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire, puisque voilà, après on va voir la conclusion où Tywin arrive triomphant pour sauver tout le monde. On sent qu'avec son exploit, ses exploits de fait d'armes, Tyrion sera beaucoup mieux considéré à partir de maintenant. Hein, je sens qu'il va être content d'être vu en haute estime après ce qu'il a fait, alors qu'il a vraiment essayé, durant toute sa période de main du roi, d'aider un peu le peuple. C'est cool ça. En dépit du fait que c'est très similaire à la gouffre de Helm, parce que oui, c'est le roi légitime et toute sa troupe qui doivent protéger un rempart contre des envahisseurs en luttant à fond, mais en étant au bout du compte, malgré leur moment de bravoure, être pris dans le nombre et être sauvé à la fin par des renforts qui arrivent de façon inopinée. C'est la même chose que la bataille du gouffre de Helm. En dépit de ça, c'était quand même très prenant, très fort. La mise en scène était bonne et c'était quand même un cadre, une ambiance un peu différente, puisque je suis pas à fond du côté des Lannister non plus. Hein. Bon, j'étais plus de leur côté parce qu'il y a plus de personnages intéressants dans leur rang. C'est pour ça que ça me paraissait évident qu'ils allaient gagner, ça aussi. Mais c'est comme dans la bataille du gouffre de Helm, hein, je vous doutez bien qu'ils allaient gagner les gentils. Hein. C'était évident. Donc... il y avait quand même quelque chose d'un peu intéressant dans le fait que j'étais pas totalement d'un côté, parce que ouais, des deux côtés il y a des connards quoi, c'est ça le truc. Ça, plus d'autres bonnes idées comme le coup du feu Greyjoy, ça apporte une ambiance un peu particulière qui permet de rappeler un peu le côté gouffre de Helm, mais de s'en détacher suffisamment pour que ce soit prenant, indépendamment de ça, et c'était vraiment, vraiment prenant. Il y a le bon développement de personnages, ne serait-ce qu'autour de Cersei, que j'ai trouvé très bon, Tyrion aussi, qui montre son passage de bravoure, j'ai vraiment grandement apprécié ça. C'était fun. Et maintenant, avec les retombées de cette victoire des Lannister, qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis impatient de voir ça dans cette conclusion de saison. À bientôt pour l'épisode 10. Au revoir.